Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui consacrée à une figure absolument centrale de l'histoire de France, Louis IX. Saint-Louis. Oui, plus connu comme Saint-Louis. On a souvent cette double image, hein, le roi très pieux, le seul roi de France canonisé, Tout à fait. et puis l'autre facette, le souverain réformateur, presque moderne pour son époque, le XIIIe siècle. C'est exactement ça. Et son règne est long, hein, plus de 43 ans, de 1226 à 1270. C'est vraiment une période charnière pour les Capétiens. Une bascule, vous disiez? Oui, une sorte de bascule entre une France encore très féodale, basée sur les liens personnels, et puis l'affirmation d'un État royal plus centralisé. D'accord. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça, de naviguer entre ces différentes images de Louis IX, parfois un peu contradictoires, en regardant ce que nous disent les sources, comprendre ce personnage complexe. Alors, allons-y. Tout commence où? Poissy, c'est ça, 1214? Oui, Poissy. Ses parents, le prince Louis qui deviendra Louis VIII, et Blanche de Castille. Personnage ô combien important. Et j'ai lu quelque chose d'assez étonnant. Il signait parfois Louis de Poissy, comme si son baptême comptait plus que sa naissance. C'est très révélateur, oui. Ça montre d'emblée la place immense de la foi dans sa vie. Et l'éducation qu'il a reçue de sa mère, Blanche de Castille, elle a énormément joué là-dessus. Une éducation stricte, pieuse. Très stricte, très pieuse. D'ailleurs, au départ, il n'était pas l'héritier direct. C'est son frère aîné, Philippe, qui est mort. Ah, d'accord. Et puis, il y a l'ombre de son grand-père, Philippe Auguste, le grand conquérant qui a tellement agrandi le royaume. Louis IX hérite de tout ça. Et le pouvoir arrive vite, brutalement même. Son père meurt en 1226. Oui, Louis VIII a eu un règne très court. Et Louis IX n'a que 12 ans. J'imagine l'angoisse dans le royaume. Un roi enfant? Exactement. D'où la précipitation pour le sacrer à Reims, pour affirmer sa légitimité au plus vite. Et c'est là que sa mère, Blanche de Castille, entre vraiment en scène. Ah oui, elle devient régente, bailléliste, comme on disait, administratrice suprême en gros. Mais c'est pas simple. Les grands seigneurs ne sont pas contents. Bah non. Une partie des barons, des figures puissantes comme Philippe Hurepel, l'oncle du roi, Pierre Mauclerc en Bretagne, Enguerrand de Coucy, ils voient d'un mauvais œil cette femme espagnole en plus et ce jeune roi. Une occasion pour eux de reprendre du pouvoir. Exactement, affaiblir le pouvoir royal, regagner de l'autonomie. Donc c'est une période de trouble, de révolte. Pas une régence tranquille. Ah non, loin de là. Mais Blanche de Castille, elle a une énergie, une habileté politique incroyable. Elle mate les révoltes, elle s'appuie sur des fidèles, elle n'hésite pas à utiliser la force. Et le jeune Louis, il est impliqué? Très tôt, c'est ça qui est intéressant. Dès 15-16 ans, il participe aux campagnes militaires. Il n'est pas juste un symbole. Il apprend le métier sur le terrain, en quelque sorte. Voilà. Et ça contribue sans doute à asseoir son autorité personnelle. Petit à petit, le royaume se pacifie. Une fois l'autorité bien installée, on arrive à cette image très forte. Le roi justicier, le fameux chêne de Vincennes. Ah oui, C'est plus qu'une belle image, j'imagine. oui. Même si c'est sûrement idéalisé par les chroniqueurs comme Joinville. Ça symbolise une préoccupation réelle, centrale de son règne. La justice. Il a lancé des réformes judiciaires majeures. Par exemple, Par exemple, la quarantaine-le-roi. C'est une tentative d'imposer une trêve de 40 jours avant de commencer une guerre privée entre seigneurs, pour limiter la violence, quoi. et ça marchait concrètement? Ça calmait les nobles? Difficile de dire si c'était appliqué partout, tout le temps. Mais l'intention est là. Pacifier sous l'autorité du roi. Et c'est pas tout. Il voulait vraiment transformer la justice elle-même. Comment? On voit poindre l'idée de présomption d'innocence. On essaie de limiter la torture. Et surtout, il interdit deux choses. L'ordalie, Les jugements de Dieu? Le fer rouge, tout ça? voilà, ça, il l'interdit. Et il interdit aussi la vengeance privée, la fède, Et il remplace ça par quoi? par une justice qui enquête, qui cherche des preuves. Et il développe aussi la possibilité de faire appel directement au roi, la supplicatio. Le roi devient la source suprême de la justice. C'est un changement énorme. On sent bien qu'on passe d'une logique féodale à autre chose, plus étatique. C'est tout à fait ça. On passe du roi suzerain de ses vassaux au roi souverain de ses sujets. La justice royale s'étend, elle concurrence les justices des seigneurs, de l'Église. Le roi devient le garant de l'ordre pour tous. C'est une étape clé vers l'État moderne. Et pour que cette justice fonctionne, il faut contrôler les agents sur le terrain, j'imagine. Les baillis, les prévôts. Tout à fait. Et là aussi, il innove. Dès 1247, il crée les enquêteurs royaux.
Des sortes d'inspecteurs? Le travail des baillis et prévôts, recueillir les plaintes, s'assurer qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, qu'ils ne sont pas corrompus. Ça culmine avec la Grande Ordonnance, après la Crozati. Exactement. La Grande Ordonnance de 1254. C'est un texte fondamental. Qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement? C'est très large. Ça vise à réformer l'administration, mais aussi à moraliser la vie publique. On y trouve des mesures contre le blasphème, les jeux d'argent, la prostitution au début. Ah oui? Oui, il essaie d'interdire. Contre la fréquentation des tavernes. Mais aussi, et c'est très important, des règles très strictes pour les officiers royaux. Pas de cadeaux, pas trop d'impôts, rendre la justice impartialement. Il y a même des mesures pour protéger les femmes. C'est une tentative d'imposer une éthique chrétienne à tout le royaume. Cette volonté d'organisation, on la retrouve au niveau central aussi, dans la cour du roi. Oui, la Curia Regis, la cour du roi, se spécialise. Le conseil s'occupe de politique, une section se charge de la justice, la Curia in Parlamento, L'ancêtre du Parlement de Paris? voilà, et une autre pour les finances, la Curia in Compotis, future chambre des comptes. C'est plus efficace. Et puis il y a la réforme monétaire, très importante. Ah oui. Il lutte contre la multitude de monnaies locales, contre la contrefaçon, il impose petit à petit la monnaie royale. Et surtout, il crée le gros tournoi. Le gros tournoi. Une pièce d'argent de très bonne qualité, ça a eu un succès fou, ça a facilité le commerce, renforcé le prestige du roi bien au-delà des frontières, un vrai coup de maître économique et politique. Sur le plan extérieur, il y a ce vieux conflit avec les rois d'Angleterre, les Plantagenets. Oui, ce long conflit capétien-plantagenet, Louis IX va le mettre en pause, au moins pour un temps. Un moment clé, c'est la guerre de Saintonge, en 1242. Contre Henri III d'Angleterre? Oui, Henri III essaie de revenir sur le continent, il soutient une révolte de seigneurs de l'Ouest, comme Hugues de Lusignan, mais Louis IX réagit fort. Victoire nette à Taillebourg, ça calme les Anglais. Et ça débouche sur un traité? Oui, mais bien plus tard, le traité de Paris, en 1259. C'est un traité très malin. Henri III renonce officiellement à la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Maine, le Poitou. Définitivement. Oui, en échange, Louis IX lui reconnaît la possession de la Guyenne, une partie de l'Aquitaine, mais, et c'est crucial, Henri III doit lui prêter hommage pour ce fief. Ah! Le roi d'Angleterre redevient vassal du roi de France pour ses terres continentales. Exactement, ça clarifie tout, ça stabilise la relation. Louis IX renforce énormément sa position de suzerain. C'est une paix qui consolide vraiment le royaume, même s'il cède quelques petits territoires. Et le domaine royal, les terres du roi, ça continue s'agrandir. Oui, surtout dans le sud. Avec l'intégration des sénéchaussées de Beaucaire et Carcassonne, suite à la croisade des Albigeois terminée avant lui. Et puis il y a le mariage de son frère, Alphonse de Poitiers, avec Jeanne de Toulouse. Ça prépare l'intégration du grand comté de Toulouse à la couronne. Ce qui se fera juste après sa mort. Oui, en 1271. Et toujours au sud, il règle la frontière avec l'Aragon, le traité de Corbeil en 1258. Chacun renonce à ses prétentions chez l'autre, une frontière pyrénéenne plus laite. Il a une vraie stature internationale en fait, pas juste un roi de France. Ah oui, clairement, son prestige moral, politique, est immense. On le sollicite comme arbitre. Le plus connu, c'est le dit d'Amiens, en 1264, entre Henri III et ses barons anglais. Il tranche en faveur du roi d'ailleurs. Oui, il arbitre aussi en Flandre, avec le dit de Péronne, et face aux grandes puissances, l'empereur germanique Frédéric II, la papauté, il maintient un équilibre prudent, une neutralité qui affirme l'indépendance de la France. Et il y a même eu des contacts avec les Mongols. Ça, c'est surprenant. C'est fascinant, oui. Face aux Mamelouks en Égypte et Syrie, il y a eu cet espoir, un peu fou, d'une alliance de revers avec les Mongols. Qui était ennemi des Mamelouks à ce moment-là? Exactement. Donc, Louis IX envoie des ambassades vers l'Est. André de Longjumeau, Guillaume de Rubruck. Les résultats ont été minces, mais ça montre une vision géopolitique qui dépasse l'Europe. Venons-en à cette piété si célèbre. Comment elle se manifeste concrètement, au-delà de sa foi personnelle? Elle se voit partout, mais surtout dans un mécénat religieux et charitable très actif. Il continue Royaumont, voulu par son père. La légende dit qu'il mettait la main à la pâte sur le chantier. Incroyable. Sa mère fonde Mabuisson. Il réaménage Saint-Denis, la nécropole royale, pour montrer la continuité de la dynastie. Il soutient Robert de Sorbon pour créer son collège, la future Sorbonne. La Sorbonne vient de là. En partie, oui, du soutien de Louis IX. Et il fonde ou aide plein d'hôpitaux. Le plus connu, les 15-20 à Paris pour 300 aveugles.
Mais aussi Pontoise, Vernon, il restaure l'Hôtel-Dieu de Paris. Mais le coup d'éclat, ça reste l'achat des reliques de la Passion, non? Ah oui, ça c'est spectaculaire. Il profite des problèmes d'argent de Baudouin II, l'empereur latin de Constantinople, pour lui acheter à prix d'or. Des sommes folles, paraît-il. Colossal, oui. Il achète la couronne d'épines, un gros morceau de la vraie croix, d'autres reliques. C'est un coup politique et religieux énorme. Paris devient une nouvelle Jérusalem. Et pour abriter ces trésors? La Sainte-Chapelle. Exactement. Ce joyau gothique au cœur du palais. C'est pas juste une chapelle, c'est une affirmation d'État. Le roi de France est le roi le plus chrétien, béni par Dieu. Un outil de légitimation incroyable. Cette foi très forte a aussi un côté plus dur. On pense au Qatar. Oui, son règne voit la fin de la résistance cathare. Après le massacre d'inquisiteurs à Montségur en 1242, il y a une expédition militaire Le siège de Montségur en 1244. qui se termine tragiquement. Reddition et puis le bûcher pour plus de 200 parfaits et parfaites qui refusent d'abjurer. Pour Louis IX, il faut purifier le royaume de l'hérésie. C'est une vision très intransigeante de l'unité religieuse. L'autre point souvent soulevé, c'est sa politique envers les Juifs. Assez sévère, non? Oui, c'est une politique complexe qui reflète son époque. D'un côté, une lutte acharnée contre l'usure, le prêt à intérêt, condamné par l'Église, et souvent associé aux prêteurs juifs. Plusieurs ordonnances contre ça? Oui, 1230, 1234, 1254. D'ailleurs, il l'étend aussi aux chrétiens et aux Lombards en 1268. Mais l'épisode le plus marquant, c'est la Disputation de Paris en 1240. Une sorte de procès public du Talmud? C'est ça. On accuse le Talmud de blasphème contre le Christ. La conclusion est terrible. Des charretées de manuscrits du Talmud sont brûlés publiquement à Paris en 1242. Une perte culturelle immense. Et il y a aussi la rouelle. Oui, plus tard, en 1269, il impose ce signe distinctif, un bout de tissu jonc, et il oblige les Juifs à écouter des sermons de conversion. C'est quand même une politique très hostile. Y a-t-il des aspects moins sombres? Des nuances? Il faut nuancer, oui, même si le bilan est lourd. Contrairement à Philippe Auguste avant lui ou Philippe le Bel après lui, il n'y a pas d'expulsion générale. Il semble être intervenu pour les protéger de violences populaires. Il aurait fait rendre des synagogues, aurait été parrain de convertis. D'où le débat anti-judaïsme religieux, antisémitisme avant l'heure. Voilà. Les historiens débattent. Peut-être parler d'une politique anti-juive dure, motivée par la religion et l'économie du XIIIe siècle. La question reste ouverte. Et dans cette veine de moralisation, il s'attaque aussi à la prostitution. Oui, dans la foulée de la Grande Ordonnance. Il essaie d'abord d'interdire complètement, en 1254. Puis, voyons que ça ne marche pas. Il change de tactique. Oui, en 1256. Il ne l'interdit plus, mais il la réglemente très strictement. Il la repousse hors des murs, loin des églises. C'est une forme de contrôle social, de mise à l'écart. Impossible de parler de Louis IX sans parler des croisades. Ça prend une place énorme dans sa vie. C'est un engagement viscéral, oui. Il fait le vœu en 1244, quand il est très malade. Il pense mourir. Et quand il guérit, il se sent obligé. Exactement. Il considère qu'il a une dette envers Dieu. Et rien ne l'arrêtera, même si son entourage, sa mère comprise, est contre. C'est trop risqué, trop cher. Mais il part en 1248. Depuis Aigues-Mortes, ce port qu'il a fait aménager. Oui, pour la 7e croisade. Et là, c'est le désastre ou presque. Ça commence bien, avec la prise de Damiette en Égypte en 1249. Mais après, catastrophe. L'avancée vers le Caire est stoppée à Mansoura en 1250. Une bataille confuse, hein. Oui, tactiquement ils tiennent, mais les pertes sont énormes. Son frère Robert d'Artois y meurt. Puis les épidémies ravagent l'armée. Scorbut, dysenterie. Il faut battre en retraite. Une retraite désastreuse. Et en avril 250, près de Fariscure, c'est la capture. Le roi, ses frères, presque toute l'armée prisonnier des Mamelouks. Un roi de France prisonnier. L'humiliation a dû être terrible. Immense. Ils font payer une rançon énorme, rendre Damiette. Après sa libération, il ne rentre pas tout de suite. Ah non. Non, il reste presque 4 ans en Terre Sainte. Il utilise l'argent qui reste pour fortifier les places chrétiennes. Césarée, Jaffa, Acre. Il agit un peu comme un gouverneur. Il ne rentre qu'en 1254, quand il apprend la mort de sa mère, Blanche, qui assurait la régence. Comment il vit cet échec cuisant de la croisade? Pour lui, c'est clair, c'est une punition divine. À cause des péchés du royaume, peut-être les siens. Donc, loin de le décourager. Ça le renforce. Oui, ça renforce sa conviction qu'il doit être encore plus juste, plus pieux, qu'il doit purifier son royaume. La grande ordonnance de 1254, c'est juste après son retour.
L'échec nourrit son zèle réformateur. Et pourtant, il décide de repartir. C'est fou. C'est assez incroyable, oui. 15 ans plus tard, en 1267, il annonce une nouvelle croisade, la 8e. Pourquoi? L'objectif, c'est Tunis, cette fois. Oui, l'idée, peut-être un peu naïve, c'était de convertir l'émir de Tunis pour en faire un allié contre l'Égypte, attaquer le vrai ennemi par la bande, en quelque sorte. Nouveau départ d'Aigues-de-Morte, juillet 1270. Et là, c'est encore plus tragique. Oui, ça tourne en cours très vite. Peu après le débarquement près de Tunis, une épidémie, dysenterie, typhus, foudroie le camp. La chaleur, le manque d'eau. Son fils meurt. Oui, Jean Tristan, qui était né pendant l'autre croisade, à Damiette. Et puis, le 25 août 1270, Louis IX lui-même succombe. Il a 56 ans. Et il meurt dans des conditions très symboliques. Sur un lit de cendres, C'est ce que rapportent les chroniqueurs, oui. en signe de pénitence ultime, ça achève de construire son image de roi saint, imitant le Christ souffrant. Sa mort si loin pose la question du retour du corps. Comment on fait à l'époque? On utilise une technique, le mos teutonicus. C'est assez macabre vu d'aujourd'hui. On dépasse le corps, on fait bouillir pour séparer les chairs des os, pour pouvoir conserver les os pendant le long voyage. Et on partage les restes. Oui. Les chairs et les entrailles vont à son frère, Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui les dépose à Montréal. Les ossements, le plus important, sont ramenés en France par son fils, Philippe III. Un long cortège funèbre. Oui, à travers l'Italie, la France, il est inhumé à Saint-Denis en mai 1271. Et très vite, des miracles sont signalés sur sa tombe. La ferveur populaire est immédiate. Ce qui enclenche le processus de canonisation. Exactement. Sa réputation de sainteté était déjà là de son vivant. Après sa mort, la famille royale, surtout son petit-fils Philippe le Bel, et l'Église de France poussent pour qu'il soit officiellement reconnu comme saint. Il y a des enquêtes. Oui, plusieurs papes lancent de longues enquêtes. Il faut vérifier sa vie, les miracles. C'est finalement Boniface VIII qui le canonise en 1297. Bulle Gloria Laus. Il devient Saint Louis de France, fête le 25 août. Le seul roi de France canonisé. Et ces reliques, on en a encore aujourd'hui? Elles ont eu une histoire mouvementée. Dès Philippe le Bel, on commence à les découper, à les distribuer. Le crâne va à la Sainte-Chapelle, on offre des côtes, des doigts. C'était courant pour diffuser le culte. Et la Révolution française? Gros coup dur, beaucoup de destruction, de dispersion, mais quelques fragments ont survécu. On en trouve à Saint-Denis, à Notre-Dame, même les entrailles sont revenues d'Italie et sont à Versailles. Et l'image de Saint-Louis après sa mort devient immense. L'idéal du roi chrétien, juste, pieux, saint patron de la France, modèle pour les rois pendant des siècles. On le représente partout, rendant la justice, soignant les malades, en croisade, toujours avec la couronne et les signes de sainteté. Si on résume ce règne incroyablement dense, on a la consolidation du pouvoir royal, la justice, l'administration, le rayonnement international, Oui, mais aussi cette foi intransigeante, les politiques dures envers certains, les croisades tragiques. C'est plein de contrastes en fait. c'est exactement ça. Et c'est ça qui est passionnant. Comment on tient tout ça ensemble? Le roi réaliste du traité de Paris et le croisé acharné. Le roi qui interdit l'ordalie et celui qui brûle le Talmud. C'est une vraie tension. Oui, et c'est peut-être là que réside son héritage le plus intéressant. Pas dans une image lisse, mais dans cette tension. Celle d'un homme de son temps, le XIIIe siècle, pétri de foi, qui essaie d'incarner un idéal très élevé de royauté chrétienne. Avec ses réussites, ses parts de lumière et ses zones d'ombre qui nous questionnent encore sur les liens entre pouvoir, foi et justice. Une tension qui nous laisse matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant.